Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Challenge. Cette semaine, du 26 au 29 novembre, se tiendra à Alger Logistical, le salon international du transport et de la logistique organisé par la CACI. L'occasion de nous intéresser au secteur de la logistique avec nos deux invités. La logistique constitue, il faut le rappeler, une courroie essentielle au développement économique du pays. Nous verrons cependant qu'en dépit de quelques avancées, elle demeure contrariée. Explication dans un instant. Mouloud Siradour, bonsoir et bienvenue sur Challenge. Merci à vous d'être là. Merci également à Mustapha Tahid d'être ici et de nous accompagner sur ce volet, la logistique, qui est un volet très, très important. Je rappelle, Monsieur Mouloud Siradour, que vous êtes pour pour ceux qui connaissent un peu ce domaine, on connaît bien votre société puisqu'il s'agit de Géodis, une multinationale donc du transport et de la logistique. Et puis vous, Monsieur Tahi, vous êtes... alors vous venez un peu en auxiliaire de ce monde-là, qui est celui névralgique des assurances, puisque vous êtes un ancien cadre supérieur du secteur des assurances et aujourd'hui formateur en assurance. Alors, j'ai tenu à vous inviter pour rentrer dans ce débat. C'est vrai qu'on évoque que rarement. Alors là, il y a un salon qui se propose de nous rappeler à tous ce dont il s'agit. Et justement, de quoi s'agit-il ? La logistique, c'est quoi en fait ? Bonjour Ida, et je tiens à vous remercier pour votre invitation. Donc, pour donner une définition globale et simplifiée de la logistique, donc en fait la logistique c'est un ensemble d'éléments organisationnels qui est mis en œuvre par un organisme X. Quand je parle d'organisme, on peut parler, donc ça peut être sous format d'une société, d'une entreprise, ça peut être l'armée, ça peut être une association, ça peut être vous, moi, dans notre quotidien. Donc, dans notre domaine d'activité, donc on parle de la logistique. Donc, la logistique, dans notre domaine en tant que professionnel de la logistique, donc, il est constitué de 4 éléments principaux. Donc, premièrement, c'est le transport, avec ses différentes formes. On parle du transport terrestre, maritime ou aérien. On parle du métier de commissionnaire en douane, que s'occupe de la partie donc, transit et dédouanement de la marchandise. Attendez, vous avez dit dans ces 4 formes et vous n'en avez cité que 3. Vous allez y arriver. J'arrive en fait. Pardon. Donc il y a le transport, ouais. Il y a le métier de commissionnaire en douane. Donc le transport, c'est transport terrestre, okay. Maritime et aérien. En fait, c'est les formes de transport. D'accord. Donc okay. C'est le métier de commissionnaire en douane. Okay. Le troisième, c'est la gestion d'entreposage. C'est le métier de gestion d'entreposage. Très bien. Et enfin, en fait, c'est le métier de prestation de manutention. Donc ces 4 éléments, en fait, ça constitue donc une prestation, un process logistique. Et tous ces éléments en fait sont basés sur 2 autres éléments qui sont clés. C'est des indicateurs. Grâce à ces 2 indicateurs que je vais citer, on peut dire est-ce que le process logistique est défaillant ou réussi. On parle du coût, de la compétitivité et on parle aussi du temps, du transit time ou du timing. Si ces 2 éléments sont équilibrés, et la balance elle est équilibrée, donc nos process logistiques en interne, donc on peut dire que c'est une réussite. D'accord, très bien. D'accord sur cette formulation, M. Tahi ? Oui, effectivement. Donc, en ce qui concerne les assurances, vous savez que toute marchandise qui est transportée, quel que soit donc, le mode de transport, sa nature, ou la nature de cette marchandise, ou l'emballage qui est fait, est exposé à des risques nombreux et onéreux. Donc ceci, justement, risque d'impacter négativement la chaîne logistique. D'où la nécessité de sensibiliser nos opérateurs économiques quant à la nécessité de souscrire une police d'assurance qui est adaptée. Et dans le cas qui nous intéresse particulièrement, c'est l'assurance des marchandises transportées par voie maritime, sachant que 90% des échanges commerciaux entre les nations se font par la voie maritime. D'accord. Donc la police d'assurance, si vous voulez, mère, reine, dans ce domaine, c'est la police d'assurance faculté maritime, parce que c'est le jargon des assureurs, les marchandises sont appelées facultés.
Et elle permet justement de prémunir les opérateurs économiques, les importateurs en général, donc de faire face aux aléas et aux risques qu'encourt une marchandise qui est transportée par voie maritime. Sachant que les polices d'assurance contractées par les transporteurs, les armateurs propriétaires des navires ou les affréteurs de navires, ne sont pas suffisantes pour couvrir les dommages qui seraient occasionnés aux marchandises. Parce que, de par les conventions internationales, les armateurs peuvent vous opposer une limitation de responsabilité. C'est-à-dire que, encore faut-il prouver qu'ils sont responsables de ces dommages. Une fois que vous avez prouvé qu'ils sont responsables, donc si vous vous retournez contre eux, donc, ils ont une responsabilité limitée. Donc au demeurant, faire de l'assurance dans ce domaine commercial et commerce extérieur, c'est faire de la logistique. Hein, partie prenante, vous êtes d'accord là-dessus? En fait, la logistique et l'assurance, donc c'est deux aspects qu'on ne peut pas dissocier en fait. Parce que quand on parle d'assurance, quand on parle de la logistique, donc il y a tout un process derrière de risque. Quand on parle de la manutention, par exemple, la marchandise, quand elle est débarquée ou elle est embarquée, il y a toujours un risque d'avarie sur la marchandise. En fait, la marchandise, en généralité, en Algérie, donc c'est beaucoup plus le type d'emballage qu'on utilise, c'est le conteneur. Et dans le conteneur, même si la marchandise, elle est bien attachée, elle est bien sécurisée, mais il y a toujours un risque d'avarie à l'intérieur. En fait, la manutention en elle-même peut en fait engendrer des avaries sur la marchandise qui est à l'intérieur du conteneur. Bien, alors, comment se comporte notre secteur de la logistique si on devait le comparer à ce qui se fait ailleurs dans le monde? Je crois savoir qu'on est là aussi, d'après des classements internationaux, d'institutions internationales, très, très mal classé. C'est vrai qu'on est on est en retard en termes de technologie de logistique. Aujourd'hui, en 2018, on parle de l'intelligence logistique. On parle de la logistique moderne. Par contre, je me permets juste de présenter un petit peu Géodis, parce qu'en fait, c'est très important de ces aspects. Donc, nous, on est société... Ça plaira à vos patrons. Ouais, pourquoi pas. Donc, Géodis Algérie, c'est une société de droit algérien. Donc, elle fait partie de groupe Géodis. Oui, j'ai oublié de rappeler que vous en êtes ici, le directeur commercial et marketing au niveau de Géodis Algérie. Algérie, exactement. Donc, on fait partie de groupe Géodis. Et groupe Géodis, c'est une filiale de groupe SNCF. Donc, Société nationale des chemins de fer français. Donc, la société Géodis Algérie existe en Algérie depuis aujourd'hui 11 ans. Donc, on est actif sur tous les ports algériens, autant qu'auxiliaire de transport, mais aussi autant qu'auxiliaire de transport commissionnaire en douane. Donc aujourd'hui, Géodis, quelques indicateurs à travers le monde. Donc on est présent dans 120 pays à travers le monde. On est plus de 40 000 salariés, où le groupe Géodis génère un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards d'euros par an. Donc c'est une configuration assez intéressante, que ce soit pour l'opérateur en Algérie, en venant en Algérie en 2007. Exactement. Alors comment vous jugez, j'aimerais savoir comment vous jugez ce marché de la logistique par rapport en termes de benchmarking, par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et puis, puisque vous êtes présent dans le monde, alors dites-nous comment on se comporte ici. En fait, en termes d'évolution de la logistique en Algérie, on constate qu'il y a une certaine amélioration. Mais c'est des améliorations en fait, qui restent un petit peu timides. Je m'explique, je vous donne des indicateurs. Donc, il y a 5 ans auparavant, donc, en termes d'infrastructure logistique, on avait, par exemple, il y a 5 ans auparavant, il y avait 2 ports secs. Aujourd'hui, on passe à 12. Donc, c'est une configuration qui aide les différents ports à être dégorgés des conteneurs, en fait. Une fois le conteneur débarqué, donc il fait l'objet d'un transfert automatiquement vers le port sec. C'est une configuration intéressante parce que ça permet de diminuer la rade et surtout éliminer la congestion sur les ports. Ça veut dire, quand on élimine la rade des navires au large, automatiquement, il y a un coût qui suit derrière, parce que chaque navire qui reste, c'est un coût supplémentaire sur le prix de revient de la marchandise. Ça, de 1. Aussi, la multiplication des entrepôts sous douane. C'est des annexes, en fait, des ports secs, qui permettent aussi d'accueillir de la marchandise, mais ainsi, en fait, éliminer la congestion.
Je parle en fait en termes de la logistique du transport terrestre. Aujourd'hui, depuis 2017, grâce au décret journal officiel qui est sorti en janvier 2017, donc il a mis en place donc, un cahier des charges pour l'obtention de l'agrément de transport terrestre, mais aussi donc, cadrer l'activité de transport terrestre en termes d'acquisition de permis de poids lourd. Exemple, les formations qui sont aujourd'hui obligatoires pour l'obtention du permis de conduire, chose qui n'existe pas auparavant. Que ce soit en termes de transport réglementaire, donc des produits dangereux, ou que ce soit en termes de transport donc, fragile, périssable, tel que l'agroalimentaire. Je reviens juste, même en termes de développement, aujourd'hui on voit de plus en plus d'opérateurs économiques agréés. C'est un point qui est très intéressant, parce qu'en fait la douane depuis 5 ans aujourd'hui, donc ils ont mis ce qu'on appelle des agréments d'opérateurs économiques agréés. Ça permet aux industriels aujourd'hui de bénéficier d'un couloir vert, de dédouanement. Donc une fois la marchandise débarquée au port des débarquements, donc la marchandise fait l'objet automatiquement d'un transfert directement donc, aux opérateurs économiques agréés, aux opérateurs économiques algériens. Donc ça facilite un petit peu la tâche à ces opérateurs de récupérer la marchandise rapidement et faire en fait la partie, donc l'appurement en termes de dédouanement, donc ultérieurement. Donc, alors, grosso modo, bon, vous avez cité quelques avancées, mais quels sont les points noirs maintenant de la logistique ? En fait, les points noirs, aujourd'hui, le process logistique en Algérie n'est pas encore automatisé. Quand il y a l'humain qui intervient, donc automatiquement, en fait, le process est ralenti. Ça reste des êtres humains. Je vous donne des exemples. Aujourd'hui, on intervient pour le compte des grandes multinationales qui sont implantées en Algérie, qui sont actives dans le domaine pétrolier. Il y a des éléments de marchandises qui sont très importants et doivent arriver en Algérie donc assez rapidement. Donc il y a un challenge qui est mis en place par nos clients. Donc on intervient au port de débarquement, donc à l'international. Des fois, ça nous arrive même de louer carrément donc un charter, d'affréter carrément un avion pour une marchandise, pour qu'elle puisse arriver rapidement. Donc il y a tout un travail qui se fait en amont. Bon, une journée, la marchandise arrive en Algérie, mais malheureusement, entre le point arrivé en Algérie et son arrivée au point final, donc ça coule des fois jusqu'à 4-5 jours. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine difficulté pour dédouaner la marchandise. Il y a certains process en termes de dédouanement de la marchandise qui prennent du temps. Il y a aussi donc, l'aspect bancaire. Pour récupérer le pli cartable, donc parce que la marchandise, quand elle arrive en Algérie, donc il y a toute une process bancaire derrière qui va suivre pour faire les domiciliations, pour récupérer la facture domiciliée, par exemple, qui nous permet en fait de dédouaner la marchandise. Mais aussi, même avec les acteurs intervenants, tels que les ports secs, par exemple, ou tels que les entrepôts sous douane, qui demandent, par exemple, aux opérateurs comme nous de déposer des chèques certifiés au lieu de chèques simplifiés ou des paiements en fait différés. Donc on est obligé de se déplacer à la banque, faire des chèques certifiés, Ça, c'est particulier en Algérie ? C'est particulier malheureusement à l'Algérie, exactement, parce que dans les autres pays aujourd'hui, on parle des prélèvements en fait bancaires directement. Donc il y a des signatures qui se font, donc des conventions signées entre les prestataires et Géodis, qui nous permet en fait de faire sortir la marchandise des fois le jour même. Aujourd'hui en Algérie, donc le délai de dédouanement reste assez important. Si on prend le cas des États-Unis, aujourd'hui la marchandise est dédouanée en 2 heures. À Dubaï, aujourd'hui, qui sont aujourd'hui les détenteurs de records en termes de dédouanement, la marchandise dédouane en quelques secondes, c'est même pas quelques minutes. Mais c'est des process aujourd'hui qui doivent être mis en place pour automatiser ce process logistique. Mais grosso modo, ça se passe malgré tout bien pour votre entreprise ? Exactement, ça se passe bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a un accompagnement, il y a une différenciation en termes de services proposés. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que Géodis est présente à travers le monde entier, dans 120 pays, présente en Algérie. Donc je vous laisse imaginer en fait avoir un seul interlocuteur sur toute la chaîne logistique, depuis l'enlèvement de la marchandise jusqu'à la livraison finale. Avoir un interlocuteur, que ce soit sur le volet international, que ce soit sur le volet local.
Donc avoir une traçabilité du process logistique et de process d'avancement en termes de transport terrestre, maritime ou aérien, au dédouanement de la marchandise jusqu'à la livraison finale. Donc en fait, c'est ça en fait le service qui différencie aujourd'hui Géodis en Algérie par rapport à nos concurrents confrères sur ce marché en Algérie. Quel est le nombre d'acteurs dans ce domaine de la logistique en Algérie? Est-ce qu'on arrive à les quantifier en termes d'entreprise? C'est très très difficile parce que ce que j'ai expliqué, en fait, on peut dire combien il y a d'auxiliaires de transport terrestre, combien il y a de commissionnaires en douane. Ça, on peut le quantifier parce qu'en fait, c'est des informations qui sont disponibles au niveau du centre de commerce, de registre de commerce, pardon, la CNRC. Par contre, ce que j'ai expliqué, en fait, on est peu aujourd'hui. On est peu qui proposent ce service. Ce qu'on appelle dans le jargon moderne de la logistique, donc un service de bout en bout. Donc enlèvement jusqu'à livraison finale de la marchandise. Quel est votre chiffre d'affaires aujourd'hui en Algérie? En fait, j'ai cité tout à l'heure, en fait, niveau groupe, donc on est à 8 milliards d'euros à travers le monde entier. En Algérie, donc depuis 11 ans, donc on avoisine un chiffre d'affaires annuel de 650 millions de dinars par an. Alhamdoulilah, vous avez donné le chiffre. J'ai eu du mal à l'avoir. Non, avec plaisir. On n'a rien caché, on travaille en toute transparence. Non, mais généralement, les multinationales ne donnent pas sur le plan local. Ce qui vous positionne à quelle place? En termes d'acteurs logistiques, voilà. En termes d'acteurs logistiques, en fait, je reviens sur un aspect qui est très important. Parce qu'en fait, on travaille dans un marché un petit peu de niche. Donc, Géodis en Algérie, donc on fait beaucoup dans le projet industriel. Oui. Donc, je peux me comparer à des confrères qui sont dans le même segment d'activité. Quand je parle de projet industriel, donc c'est la gestion quotidienne de la logistique pour le compte des opérateurs qui exercent dans le oil and gas, donc le pétrole et le gaz, dans le mining, donc tout ce qui est mining, dans l'électricité aussi, donc pour l'acquisition des équipements pour l'électricité, tels que les centrales électriques, dans les infrastructures, telles que les barrages, telles que les infrastructures qu'on voit aujourd'hui en Algérie. On a un cinquième segment qui n'existe pas encore en Algérie, c'est le segment nucléaire. Au Géodis, aujourd'hui, il est certifié nucléaire pour le transport de ce type d'équipement. Donc, pour que je puisse positionner Géodis dans ce domaine d'activité bien précis, quand je parle de projet industriel, c'est le transport exceptionnel. Donc, ça nécessite une précision, un savoir-faire assez précis. Quand on parle de transporter une centrale électrique de point A à point B, donc ça nécessite un transport pointueux. Donc il y a des études à faire, donc il y a toutes nos équipes opérationnelles qui descendent sur le terrain, faire leur étude de point A à point B, il y a la faisabilité du transport, etc. Donc je peux vous dire aujourd'hui, en termes de part de marché, donc on a presque 40% de part de marché par rapport aux mêmes acteurs qui exercent dans le domaine d'activité que je le dis. Très bien. Alors, je vous remercie de votre précision. On se retrouve dans un instant, juste pour évoquer les litiges, notamment, qui peuvent se poser. Il doit y en avoir beaucoup. Et puis, la capacité des assureurs à répondre et à répondre dans les temps. Nous verrons également la formation, comment cela se passe-t-il pour trouver des ressources nécessaires. Et nous verrons comment Géodis... en quoi Géodis a apporté des choses nouvelles et d'autres compétiteurs. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau avec nos deux invités, Moustapha Tahi, formateur en assurance, et Mouloud Siqaddour, qui est directeur commercial et marketing chez Géodis Algérie. Alors, Moustapha Siqaddour, on évoquait toute une série de difficultés auxquelles était lié d'ailleurs directement Géodis sur le plan de la logistique, dans le secteur de la logistique. Mais vous m'évoquiez en aparté qu'il y en a d'autres qui concernent le secteur de manière globale et qu'il vous tient à cœur d'en parler. Exactement. En fait, les difficultés sont liées à la réglementation algérienne. Je vous donne un exemple qui est très très simple, qu'on est en train aujourd'hui de le vivre aujourd'hui en Algérie. Dans le cadre des exportations, aujourd'hui,
on parle d'un coterme qui s'appelle le DDP ou DAP. Donc DDP, c'est Delivered Place, donc ça veut dire que la marchandise est délivrée de l'opérateur économique algérien vers son client à destination jusqu'à livraison à ses entrepôts. C'est un coterme aujourd'hui, ce process aujourd'hui on ne peut pas le faire parce que le process qui est autorisé en Algérie, c'est vendre la marchandise jusqu'au port de débarquement. Par exemple, moi, opérateur exportateur, par exemple, j'ai envie d'exporter ma marchandise jusqu'à Marseille et la livrer moi-même jusqu'à Paris. Géodis donne cette opportunité aux opérateurs économiques algériens parce qu'on est présent en France. Donc on peut faire un service de bout en bout. Mais ce n'est pas valable pour les acteurs algériens. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce que la prestation depuis arrivée Marseille, par exemple, jusqu'à livraison de Paris, donc dédouaner la marchandise, transport terrestre, payer les taxis de droit de douane jusqu'à finale destination de la marchandise, ça c'est une prestation que Géodis va me facturer, à moi Géodis Algérie. Mais par contre, moi, opérateur algérien, je ne peux pas transférer ce montant. Pourquoi ? Aujourd'hui, en fait, c'est une réglementation de la Banque d'Algérie. Exactement. La réglementation de la Banque d'Algérie interdit. Mais l'impact négatif, il n'est pas uniquement sur l'opérateur algérien exportateur, mais sur l'économie algérienne. Parce que ces exportateurs, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils passent par des sociétés de trading, et ces sociétés de trading, en fait, prennent des marges sur le coût de la marchandise finale. Et qui vendent la marchandise. Donc, c'est un surcoût. C'est un surcoût pour l'exportateur. Pardon, et c'est une perte en termes de devises, en fait, pour l'Algérie. Donc tout ça, en fait... Qu'est-ce que vous recommandez vis-à-vis de ce qui se fait à l'étranger et compte tenu des contraintes de l'État algérien? C'est juste faire une étude et ouvrir une petite brèche. Faire une balance aussi. Exactement. Oui, entre les surcoûts et... Exactement. Et voir en fait l'intérêt économique algérien derrière. Parce que les pertes, ils sont énormes. Parce que si ces gens qui s'exportent une marchandise à 1 million d'euros, donc il y a 5% de ces 1 million d'euros en fait qui restent... Mais pourquoi vous en parlez puisque vous êtes à l'abri de tout ça? Au contraire, ça vous permet de bien travailler. Malheureusement, en fait, c'est... De proposer un service que n'offrent pas les autres. Exactement. Donc on va dire c'est deux parties en fait. C'est une prestation aujourd'hui, prestation de service que Géodis peut offrir, mais malheureusement qu'on ne peut pas la concrétiser en Algérie. Donc en fait c'est une part de marché que Géodis ne peut pas aujourd'hui acquérir parce qu'il y a un frein en termes réglementaires. Mais en deuxième volet en fait, c'est des devises aujourd'hui que l'économie algérienne perd. En fait. Moustapha Tahi, vous avez dû suivre cette réglementation de loin ou de près. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? M'inspire, dans toute opération d'importation des marchandises, donc la chaîne logistique, il faut sécuriser cette opération. Parce que rien ne sert d'amener une marchandise qui, à la fin, à un moment donné, de son transport, subit des avaries. Voire même, elle peut même disparaître si, par exemple, le navire venait à couler. Ça arrive. Nous avons, en tant qu'ancien assureur, nous avons enregistré des cas de naufrage de navires corébiens. Donc vous avez tout perdu. Donc d'où la nécessité de sensibiliser les opérateurs quant à la souscription de cette assurance. Non, mais attendez, là vous m'amenez sur un autre volet. Je vous demandais de réagir par rapport à la réglementation qui empêche des acteurs algériens type Géodis d'accompagner leurs clients à l'exportation au-delà du premier port d'attache, c'est ça? Exactement. Oui, en fait, tout dépend peut-être des compagnies d'assurance et de leur politique. Moi, nous avons... non, je ne parle pas... Je connais des clients qui font de l'exportation et nous les assurons de bout en bout. Parce que, permettez-moi de vous dire que on parle de la police d'assurance maritime. Avant de nous parler de la position de l'assureur, parlez-moi de ce que vous pensez de cette réglementation qui empêche pas l'assureur, mais l'acteur d'aller jusqu'au bout. Bon, ça c'est peut-être du domaine d'autres spécialistes. Mais je voulais dire que... Mais vous, alors, pour en revenir à l'assurance, vous pouvez accompagner... Absolument, nous avons... Permettez-moi de vous dire, c'est-à-dire
que les marchandises donc, transportées peuvent être assurées par l'assurance faculté maritime. C'est une assurance de bout en bout, comme il le disait tout à l'heure. C'est-à-dire que les risques sont couverts depuis la sortie d'usine jusqu'à ce qu'elle rentre sur le site donc, de l'importateur. Et l'inverse est vrai, parce que vous avez posé le problème inverse, c'est-à-dire on est là dans le cadre d'une exportation. Nous pouvons effectivement assurer jusqu'au site, c'est-à-dire sur le pays étranger, sachant que les assureurs ont un réseau d'experts à l'international. Je ne veux pas citer le Sésame, etc., avec qui ont des experts. On peut demander donc leur intervention. Et donc nous avons le rapport d'expertise et nous savons exactement quel est le montant, l'étendue des dommages occasionnés à cette marchandise. Donc c'est du domaine du possible. Maintenant que nos importateurs ne peuvent pas intervenir ou exportateurs ne peuvent pas intervenir à l'étranger, ça c'est une autre question qui ne se pose pas pour les assureurs en tout cas. Oui, voilà. En fait, on permet des choses aux assureurs qu'on ne permet pas aux acteurs nationaux. Ce sont deux domaines différents. Hein. Donc l'assurance, vous savez, c'est la vocation à l'international. Nous avons des ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, ce que vous avez dit, c'est qu'en réalité, bon, on peut comprendre les soucis du gouvernement ou de l'État algérien en la matière, de voir partir une série de montants en devises à partir d'ici. Bon, mais en même temps, vous expliquiez que si on avait recours à des intermédiaires étrangers, le coût était plus fort. Et donc la balance, c'est là qu'elle est à faire. Et en fait, c'est l'éternel débat en Algérie, on n'en est pas encore sorti. C'est un mal nécessaire, j'allais dire. Par exemple, quand nous prenons cet engagement d'assurer une marchandise de bout en bout, donc s'il arrive des avaries, parce qu'on intervient à ce niveau-là, oui. Donc nous sommes outillés donc, pour désigner un expert. S'il y a un litige, donc si l'affaire se corse, nous pouvons désigner des avocats. Nous avons également des avocats qui sont agréés par les compagnies d'assurance. Et ça ne pose aucun problème. On les paye à partir de transferts, à partir d'Algérie, etc. Chose aujourd'hui que nous, en fait, opérateurs donc, qui exercent dans le domaine de la logistique, n'ont pas le droit de le faire. Parce que nous sommes des assureurs, c'est un peu particulier. Hein. Peut-être on n'est pas dans le même domaine. Donc il est vrai que... On fait plus confiance aux assureurs. Je ne dirais pas cela, mais enfin... C'est vrai que ce sont des compagnies publiques, bon, aussi. Non, je pense que même les entreprises publiques d'assurance privées peuvent le faire. Hein, c'est la vocation même de l'assureur. Ça ne sert à rien d'assurer quelqu'un sur une partie du trajet et pas dans l'autre. Donc, parce que la police d'assurance faculté maritime, elle englobe également le trajet terrestre. Et tout ceci montre qu'on est encore dans une... enfin, il y a des surcoûts de partout, en fait. Et on dit même que ces surcoûts inutiles pourraient représenter 30% du transport et de la logistique, qui lui-même représente 30% du coût réel de nos importations. En fait, pour revenir au coût, qui est un aspect très important... Enfin, de notre commerce international. Pour revenir au coût, qui est un aspect très, très important dans le process logistique, il y a une règle très générale, enfin, très simple. Quand le coût de la logistique dépasse les 10% sur la valeur globale de la marchandise, la rentabilité, elle est automatiquement impactée. On dit que chez nous, elle est à 35%. Ça peut varier en fait selon mais la moyenne en fait aujourd'hui, moi je parle en termes de... La moyenne algérienne ou mondiale? Mondiale en fait. Mondiale, elle est à 10%. Moi je parle en termes de... Comment dirais-je en fait la moyenne générale dans la logistique, dans le domaine de la logistique. Quand ça dépasse les 10%, automatiquement en fait la marge, la rentabilité du produit, elle est impactée. Elle sera impactée. Donc, derrière, en fait, il y a des mesures d'accompagnement pour corriger ça. Donc, il faut revoir le process, son process logistique. Il y a le coût et le temps. Et le temps, bien sûr. En fait, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure sur une balance entre le coût et le temps. Le timing, ou le transit time, ou le deadline.
c'est les mêmes définitions. Aujourd'hui, c'est pour ça que je reviens sur notre... Non, parce qu'il y a le coût financier du temps, qui vient du temps aussi, et il y a aussi le temps lui-même qui impacte la relation. Je peux vous donner en fait des exemples qui sont concrets aujourd'hui, qu'on est en train de vivre et qu'on est en train d'éliminer au maximum pour aider nos opérateurs économiques algériens à positionner leurs produits à un meilleur coût, que ce soit sur le volet local, que ce soit sur le volet international. Aujourd'hui, quand on prend la marchandise arrivée au port de débarquement, donc Géodis en Algérie a mis un process qui existe depuis plus de 10 ans, qu'on est en train de perfectionner d'une année à une autre, c'est que la marchandise, quand elle arrive en Algérie, donc il y a un process qui est mis en place en amont. Donc on vérifie la partie documentation, est-ce qu'elle est en norme. Donc il nous permet en fait, une fois la marchandise arrivée, on déclenche automatiquement une procédure de dédouanement, ainsi livrer rapidement la marchandise. Cela réduit en termes de coûts, je parle d'entreposage, de ce restari, et des coûts en fait de manutention. Donc aujourd'hui, même en coût de manutention, c'est un surcoût. Donc si on arrive à éliminer tous ces surcoûts, automatiquement en fait, le produit arrivera en finale, dans son point d'arrivée, avec un coût plus intéressant. D'accord. En termes de timing, c'est la même chose. Quand on a un service de bout en bout, donc aujourd'hui, l'opérateur économique algérien, qui sont clients de Géodis, nous donne des challenges. La marchandise doit arriver tel temps, car j'ai besoin de cette marchandise pour approvisionner mes usines. Donc, il y a tout un travail en amont, en collaboration, un process, ce qu'on appelle nous un process standard logistique, donc qui permet en fait de réunir tous les différents acteurs pour que la marchandise arrive rapidement, en temps voulu, pour la production, en fait, pour ne pas arrêter la production. Ainsi, le positionnement se fait en temps voulu. Parce que ramener de la marchandise en retard, surtout quand on parle de marchandises saisonnières, c'est pas vraiment intéressant. Vous évoquiez en début d'émission le fait que vous deux, que le lien entre l'assurance était primordial, étant donné que les conséquences étaient graves souvent pour des transports de marchandises qui étaient colossaux en matière financière, d'où l'intérêt d'être assuré. Je voudrais savoir, en termes de litige, en termes de... Vous soulignez que 90% de l'assurance logistique, maritime, c'était le maritime essentiellement. Ouais. Est-ce que ça représente, quel est le coût en termes pour vous, en termes d'assurance, enfin je veux dire, quel est le montant global qui est destiné à l'assurance dans ce monde-là? Vous savez que la tarification d'un risque en transport maritime dépend d'une part de la valeur des marchandises qui sont en jeu, d'une part, sur la nature de l'emballage qui est utilisé. Par exemple, si vous importez des biens dans des conteneurs, donc la conteneurisation, les assureurs vous accordent un rabais allant jusqu'à 25%. Donc, de la prime d'assurance que vous devez payer. Bien entendu, donc, il y a également le trajet que doit effectuer cette marchandise. Donc, vous n'avez pas le même taux de prime quand il s'agit... Je ne voudrais pas qu'on rentre dans les détails, parce que ça va peut-être... les téléspectateurs n'ont peut-être pas besoin de tout ce type d'informations. Je voudrais juste... Vous n'arrivez pas à quantifier, vous n'avez pas ce chiffre global. C'est un pourcentage. Ou bien du nombre de litiges qui surviennent, parce que... D'accord. Voilà. Non, en fait, j'étais en train d'expliquer que c'est un barème en fonction de la distance de la marchandise, donc du navire qui transporte, etc. Donc c'est un pourcentage sur la valeur assurée, allant de 0, 20%, 30%, etc., 1%. Bon, prenons une moyenne si vous voulez. C'est 1% de la valeur de la marchandise. Selon que vous prenez également des garanties supplémentaires. D'accord. Alors, s'il y a 30 millions de dollars d'importation, on va estimer que le montant des polices d'assurance à combien? 1%, c'est ça? 1% de la valeur totale. De la valeur, voilà. Auquel s'ajouteraient donc des surprimes, etc., risques de guerre, etc., piraterie, etc. Sur 100 transactions, sur 100, pardon, pas transactions, mais sur 100 importations, transports de marchandises,
Combien de litiges surviennent généralement? Donc, quand vous dites litige, d'abord, il faudrait distinguer les litiges et les avaries, parce que pour nous, une avarie n'est pas forcément un litige, mais on va parler des litiges, si vous voulez. D'abord, donc, une partie donc, qui peut aller, Dieu merci, en 30 à 40%, si je dois donner comme ça un chiffre sur les marchandises qui sont assurées, 20, 30, 40% peuvent être touchés par des avaries à divers degrés. Hein, en fait, hein. Maintenant, effectivement, il arrive aussi que la marchandise donc, peut être réputée en perte totale. C'est-à-dire on la perd ou elle est dépréciée à 100%, donc l'assureur va rembourser. Maintenant, les cas litigieux dont vous parlez, et vous faites bien de souligner ce point, vous savez que le droit maritime a une particularité que peu d'opérateurs connaissent et ne savent pas qu'ils sont soumis à une contrainte. On appelle ça les avaries, les avaries communes, par opposition aux avaries particulières. Je vais dire ça plus simplement. Les avaries particulières, ce sont les avaries que vous connaissez, donc ce sont les dommages physiques. Mais il se trouve que dans le droit maritime, il y a ce qu'on appelle l'avarie commune, qui est connue jadis par le jet à la mer. Donc le capitaine, lors de la traversée, parce qu'il rencontre un danger, une tempête, une mauvaise mer, donc il est amené à alléger son navire et à jeter par-dessus bord certaines cargaisons pour alléger le navire, donc pour arriver à bon port. Ça, si vous voulez, c'est la définition classique. Mais maintenant, le capitaine également peut faire des dépenses extraordinaires, c'est-à-dire face à un blackout, donc le navire est privé de ses moyens de propulsion. Donc vous savez qu'un navire privé de ses moyens de propulsion est voué à un naufrage, parce qu'il va naviguer à volo, donc au gré des vagues, donc il peut heurter des rochers, etc., et couler. Donc le capitaine va décider de rentrer dans un port de refuge, donc pour effectuer les réparations nécessaires. Cela a un coût. Et cette particularité dont je vous parle, c'est que tous les réceptionnaires de la marchandise, des marchandises à l'intérieur des cales du navire, sont tenus de payer proportionnellement les dépenses ainsi effectuées. Et ça peut aller, je vais vous donner un ordre de grandeur, 10, 15, 20% de la valeur de votre cargaison, ce qui n'est pas rien du tout. Si cela se complique, donc en parlant de litige, s'il y a eu un sauvetage c'est quoi? C'est-à-dire que le navire, parce que par exemple il y a un incendie à bord du navire, par VHF, donc le commandant du navire va faire appel à des sauveteurs qui vont se dérouter et venir donc, à l'endroit du sinistre pour éteindre. L'extinction, donc les services, cette prestation donne lieu à un paiement. Et je vais vous donner un autre chiffre. Ce paiement peut aller, parce que les juges et les chambres arbitrales maritimes de Paris ou de Londres accordent des rémunérations assez importantes pour encourager ces sauveteurs à rester et à demeurer au service donc, du transport maritime. Cela peut aller, donc le chiffre c'est du 50%. On a vu des cas où les chargeurs doivent payer jusqu'à 50%. D'où l'intérêt, et c'est ça dont je voulais parler, d'où l'intérêt d'avoir une assurance. Parce que si vous êtes assuré... Mais vous dites d'où l'intérêt d'avoir une... Il me semble évident que dans ce domaine-là, tout le monde doit s'assurer. Ce n'est pas le cas? Je veux bien partager votre optimisme, mais alors je vais vous dire une chose, c'est que sous l'empire de la loi sur les assurances du 9 août 1980, il était fait obligation à tout importateur d'assurer ses marchandises en Algérie. Or, vous savez que la législation a changé et on a eu la promulgation de l'ordonnance sur les assurances du 25 janvier 1995 qui, elle, par contre, a levé cette obligation. C'est l'article 194 que je vais vous citer de mémoire qui dit, je le cite textuellement, « Tout importateur qui veut » et le verbe c'est « veut », qui veut assurer ses marchandises, doit le faire auprès d'une compagnie d'assurance agréée en Algérie. Or, comble de malheur, j'allais dire, au niveau des compagnies d'assurance, depuis la promulgation de cette ordonnance, nous avons constaté une baisse sensible des primes engrangées dans la branche faculté maritime.
question donc, que vous vous posez à juste titre, est-ce que, je ne sais pas si je vais pouvoir vous répondre, mais est-ce que les gens ne s'assurent plus? Ou bien, peut-être s'assurent-ils à l'étranger? Donc, si on se réfère à l'article 194, toute personne qui s'assure à l'étranger est en infraction avec cette ordonnance. On est bien d'accord. Et moi, personnellement, si vous voulez que je vous donne mon avis, je ne pense pas, également comme vous, qu'il n'y a pas un opérateur normalement diligent et conscient qui va mettre en péril la trésorerie de son entreprise, donc en décidant de ne pas assurer sa marchandise, connaissant les risques que je viens de citer, les risques auxquels sont exposées les marchandises. Donc c'est un véritable dilemme. Donc j'ajouterais peut-être que les pouvoirs publics se sont occupés de cet aspect des choses, donc en voyant qu'il y a un manque à gagner, si vous voulez, pour le secteur des assurances. On est en train de réfléchir sérieusement à travers le CNA, le Conseil national des assurances, et l'UAR, l'Union des assureurs et réassureurs algériens, certainement avec les services du ministère des Finances, la direction des assurances, sont en train de réfléchir sérieusement pour revenir à l'obligation initiale, c'est-à-dire obliger donc les importateurs à assurer leurs marchandises ici en Algérie, comme le font d'ailleurs la majorité des pays en Afrique ou ailleurs. D'accord. Peut-être les pays émergents, disons. Siradour Mouloud, vous recommandez à vos clients de s'assurer. Enfin, ils le font généralement tous. Exactement. En fait, on accompagne les opérateurs économiques algériens, donc automatiquement, donc on les recommande fortement d'assurer leurs marchandises. Par contre, je redis, que ce soit dans le monde ou que ce soit en Algérie, donc on a déjà des assurances qui couvrent notre responsabilité depuis la prise en charge de la marchandise, que ce soit à l'importation ou que ce soit à l'exportation, jusqu'à son point final, en fait. Donc, que ce soit sur le niveau groupe, avec des assureurs internationaux, ou que ce soit sur le volet local, avec des assureurs en local. Et un mot sur la corruption dans ce domaine. Vous êtes mal à l'aise? En toute sincérité, moi, je veux répondre par rapport à Géodis. Donc, Géodis, donc, on a tout un process en interne. On a même des responsables qui gèrent la partie, ce qu'on appelle aujourd'hui la partie compliance. Donc, qui veillent sur la mise en conformité de tout le process logistique. Donc, aujourd'hui, le process qu'on met en place, que ce soit automatisé ou non automatisé, ou on a affaire à des humains, donc c'est un process aujourd'hui qui est géré, qui est cadré par des personnes, que ce soit en Algérie, que ce soit sur le niveau mondial. Aujourd'hui, Géodis travaille avec les plus grandes firmes internationaux qui nous exigent ces différentes certifications, chose aujourd'hui qu'on a en interne. Donc, c'est un sujet qui reste assez... peut-être je vais parler en titre personnel, qui reste assez... un débat qui reste délicat. Assez délicat. Mais voilà, donc malheureusement, ça existe sur le marché local de la logistique. Au moins, vous avez dit ça, c'est déjà pas mal. Je parle à titre personnel. Ouais. Mais aujourd'hui, Géodis, ce que j'ai expliqué, on a un process de compliance qui gère cette partie. Ben oui, mais bon, mais vous avez en face de vous aussi peut-être des éléments sur lesquels vous butez et qu'il faut résoudre. J'aimerais bien savoir de quelle manière, peut-être en évitant alors certains clients, mais il se trouve que vous restez quand même bien positionné sur le marché. Bien, c'est la preuve que ça peut fonctionner. En toute sincérité, quand on voit le logo Géodis sur la partie documentation, automatiquement, l'humain qui est derrière sait comment on fonctionne. Donc, que ce soit la ressource humaine en interne, elle est sélectionnée. D'ailleurs, au moment de recrutement, donc il y a tout un process au contrat signé contre ce type d'agissement, mais aussi les clientèles aujourd'hui, elle est sélectionnée. Donc il y a une image de marque qu'on doit protéger, il y a un business que je dois protéger, et il y a aussi des engagements vis-à-vis des sociétés, des grandes firmes internationales qui nous exigent d'avoir ce type de process en interne. Géodis est à la bourse, à l'international? Non, c'est une... Non, on n'est pas... Exactement, on n'est pas... Moustapha Tahi, est-ce que vous avez le mal de mer? Moi, personnellement, oui. Non, parce que je vous écoutais tout à l'heure développer sur les cales, les marchandises, le commande.
Je vous imaginais comme un bon commandant de bord. Enfin, ça aurait été peut-être une nouvelle carrière. Vous auriez pu mener. Je n'ai pas de pied marin, apparemment. Bon, alors ça, c'est personnel. Mais par contre, je peux vous parler des problèmes au niveau de transport maritime. Malheureusement, on est obligé d'arrêter parce que l'émission prend fin. Je peux juste ajouter un mot par rapport à l'évolution de la logistique. Aujourd'hui, on voit aussi des foires qui viennent de plus en plus. Et personnellement, en fait, je vous invite fortement à nous rendre visite à la foire internationale de la logistique qui va se tenir entre le 26 et le 29 novembre 2018. C'est une foire, en fait, où il y a tout. Vous pouvez rencontrer tous les différents intervenants de la chaîne logistique, que ce soit transporteurs terrestres, transitaires, compagnies maritimes, aériennes, etc. Donc, vous êtes le bienvenu à la foire Logisticale 2018. Vous-même, Monsieur Tahi, vous n'avez pas de stand, vous n'étant pas constitué en entreprise. Moi, je suis actuellement indépendant, mais je pense que l'entreprise qui m'employait, puisque je suis actuellement à la retraite, la compagnie algérienne des assurances CAT, généralement, elle est toujours présente dans les. Donc vous continuez de défendre ces couleurs, absolument. Mais on vous rencontrera sans doute dans les couloirs. Absolument. Voilà, merci à vous deux, merci de votre présence, de vos éclairages. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre attention. Je vous dis à vendredi prochain, 21h.